Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo de rentrée dans laquelle on va pouvoir explorer comment concrétiser ces projets de manière efficace, bien évidemment. Donc on va parler de deux grandes choses. Qu'est-ce que vous devez faire sur un plan conscient, donc volontaire, actif, conscient, et qu'est-ce que vous pouvez faire sur un plan énergétique. Donc on va prendre le temps de voir tout ça point par point et on commence tout de suite. Alors tout d'abord, bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent sur la chaîne aujourd'hui. Je me présente rapidement, je m'appelle Lucie, je suis magnétiseuse près de Dijon, donc je reçois mon cabinet en séance individuelle et je fais aussi des formations en présentiel ou en ligne pour vous apprendre à développer vos capacités énergétiques. Donc le magnétisme et la clairvoyance, ce sont les deux grandes catégories de capacités. Après, on est d'accord, il y a des déclinaisons et je vous apprends aussi évidemment à en faire usage. Donc maintenant que les présentations sont faites, je vais vous donner un peu de contexte par rapport au pourquoi je fais cette vidéo. Alors déjà, elle s'inscrit à la suite de la vidéo que j'ai faite sur la loi d'attraction, et ça vous permettra déjà d'avoir aussi plus d'informations, de compléments par rapport à cette première vidéo. Et c'est aussi parce que chaque mardi soir, je propose des cours en ligne qui visent à développer et renforcer votre structure énergétique. Et donc pendant ces cours, j'ai proposé des pratiques énergétiques qui visent à stimuler la concrétisation de vos projets. Et c'est pour ça que dans la seconde partie de cette vidéo, je vais vous parler des 3 choses à faire sur un plan énergétique. Et si vous avez envie, vous, à terme, d'explorer les pratiques énergétiques qui sont connexes, qui sont associées, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos et je vous redirai où trouver les informations en fin de cette vidéo. Et voilà, du coup, vous avez le contexte. Mais avant de faire un travail énergétique pour concrétiser, pour stimuler la concrétisation de ces projets, il y a tout le travail à faire avant, et c'est un travail qui est parfaitement conscient, rationnel et pragmatique, et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc à partir du moment où vous avez un projet sérieux, on parle vraiment des projets qui vont avoir un impact majeur, voire modéré sur votre vie. Donc un projet qui est sérieux. Je parle pas, par exemple, d'un petit projet de cours de cuisine ou d'apprendre la couture, etc. Même si ça peut avoir des effets profondément bénéfiques dans votre vie, on est bien d'accord. Mais là, je vais parler, par exemple, et on verra ça d'ailleurs après, on va prendre les 3 grands exemples qui sont relativement, on va dire, j'aime pas trop le mot, mais tendance pour des raisons purement économiques, politiques, conjoncturelles en fait, qui est par exemple la reconversion professionnelle. Une thématique qui, je pense, est indémodable et intemporelle, c'est gagner plus d'argent, et l'autre, bien évidemment, c'est trouver l'amour, trouver un partenaire de vie. On verra tout ça dans un second temps avec des exemples donc plus concrets, mais par rapport déjà à ces 3 cas de figure-là, je vais vous donner la méthodologie et dans quel état d'esprit, avec quelle approche d'esprit vous devez aborder votre projet. Donc ici on parle bien de projets sérieux, mais ça n'empêche pas que vous pouvez appliquer aussi cette méthodologie à des projets moins impactants, avec moins d'enjeux pour vous. La première chose à faire avant de rentrer dans la méthodologie elle-même, c'est de clarifier les choses. Moi ce que je vous invite à faire, et c'est vraiment très 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 important, c'est d'être rationnel. Vraiment, d'être rationnel. Et du coup, on va expliquer c'est quoi être rationnel. Parce que tant que ça, ce n'est pas compris, toute la suite derrière sera tronquée, sera biaisée. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir tenir une réflexion qui soit correcte. Et toute la méthodologie, vous aurez beau la suivre, les informations que vous allez mettre dedans, ne seront pas les bonnes informations. Donc, c'est quoi être rationnel? C'est lorsque vous êtes en train de faire usage de votre intellect, et que, en faisant usage de votre intellect, votre émotionnel est profondément calme, ce qui fait que, on va dire mentalement, intellectuellement, vous êtes dans un état à la fois de sérieux, mais c'est neutre. Cet état de neutralité, c'est ce qui vous permet de voir, alors au mieux, on est d'accord, c'est ce qui vous permet de voir au plus juste, au plus clair, la réalité telle qu'elle est, sans déformation, sans filtre, de manière objective, donc sans subjectivité. Et ça va aussi vous permettre de voir les choses, on va dire, dans leur pleine lumière, et donc de voir les défauts, on va dire les risques de problèmes à venir, etc. Donc c'est de voir vraiment le réel tel qu'il est, de l'observer objectivement.
Donc sans interprétation, sans avoir des opinions. Donc c'est-à-dire sans jugement, sans se dire ouais, ça j'aime pas, ouais non ça à mon avis. Voilà, si vous vous dites là à mon avis, bon c'est déjà vous êtes dans les opinions. Donc en fait l'observation c'est factuel. À quoi ce que vous voyez, à quoi ça ressemble, comment vous pouvez le décrire, quelles sont ses caractéristiques, ses propriétés. Et tout ce jeu d'observation, de manière neutre, ça va vous permettre eh bien, de recueillir de l'information, des connaissances. Et ça va être les matériaux que vous allez utiliser dans vos réflexions, dans vos analyses, dans vos conceptions, dans vos mentalisations, mais ici des mentalisations qui viseront à donner un visage, une image, un scénario plausible à votre projet, et sans y injecter du coup eh bien, des scénarios tordus, des extrapolations, des choses un peu biscornues. Donc là vraiment, être rationnel, ça veut dire faire abstraction de son émotionnel, de ses opinions, de ses jugements. Ça va être aussi donc l'occasion de faire abstraction de vos peurs, mais tout ça on y reviendra, parce que même vos peurs, mais je vais parler aussi de vos joies. De faire abstraction tant des émotions négatives que des émotions positives. Donc ça voudrait dire que pour mener à bien, pour faire suivre la méthodologie que je vous propose, eh bien, ce sera déjà de vous mettre dans un état de recentrage, de vous mettre dans un état de concentration douce, on pourrait dire, et de vous mettre dans ce que j'appelle une énergie de sérieux. Cette énergie de sérieux, c'est quelque chose que vous avez quand des fois, il se passe quelque chose eh bien, qui surgit, un imprévu qui surgit, et il faut vite réagir, et là, ça se fait chimiquement et ça c'est quand même beau dans la mécanique humaine. D'un coup c'est comme si on devenait beaucoup plus sobre intérieurement, sobre et clair, et on est profondément efficace. C'est-à-dire que chacun de nos gestes, chacune de nos pensées, chacune donc de nos actions vont être bien presque chirurgicales, parce que des fois dans certains événements de vie, il faut réagir vite et bien. Donc c'est un peu pour vous donner l'état d'esprit, le côté qualitatif de cette énergie de sérieux. Mais c'est aussi la même énergie quand vous voulez lire un texte qui est compliqué, quand vous avez un gros dossier administratif à gérer, quand vous devez réfléchir sérieusement à l'éducation de vos enfants. Voilà, donc toute chose qui est importante, eh bien vous avez déjà su faire ça, vous mettre dans cette énergie de sérieux. Et quand vous êtes dans cette énergie de sérieux, en principe, votre champ psychologique eh bien, devient dans une sorte de densité claire, et ça tient l'émotionnel, ça stabilise l'émotionnel, et ça stabilise aussi eh bien, les impulsions, l'activité dans certains de vos programmes psychologiques mentaux, ce qui fait que vous n'avez pas, ou beaucoup moins, de pensées parasites. Donc, soyez rationnel et placez-vous dans cette énergie de sérieux, dans ce recentrage et dans cet état de concentration pour aborder et suivre le processus, suivre la méthodologie que je vais vous proposer. Par rapport à cette méthodologie qu'on va voir là d'ici quelques secondes, je précise que ce n'est pas mon cœur de métier. Par contre, c'est quelque chose que j'applique naturellement. Et j'essaie de lister au plus juste eh bien, mon approche, mais en fait je sais très bien que vous trouverez ça, et même mieux, sur d'autres sites, qui là, avec des coachs, des personnes qui sont vraiment spécialisées dans la gestion de projet. Alors après, on n'est pas dans une gestion de projet, je veux dire, inter-entreprise ou au sein d'une entreprise avec, je sais pas moi, toute une chaîne de production à monter, ou tout un système logistique de comptabilité, gestion des stocks, etc. Non, on est dans un truc, on va dire, très humain, qui est relatif eh bien, à ce que l'on peut vivre eh bien, dans notre vie et vouloir réaliser au sein de notre vie. C'est pour ça qu'après, j'ai pris 3 grands sujets qui reviennent assez souvent. Pour les personnes qui s'intéressent aussi eh bien, tout ce qui est énergétique, spirituel, petit spoiler, souvent la reconversion professionnelle pointe son nez dès qu'on met un pied dans l'énergétique ou le spirituel, parce que c'est un peu une sorte de forme d'échappatoire et de douceur de vie que l'on espère. Mais on verra ça tout à l'heure. Donc la méthodologie déjà c'est de poser une définition claire, précise de c'est quoi votre projet. Parce que avant de vous lancer, avant de faire quoi que ce soit, c'est de prendre vraiment le temps de clarifier pour vous-même, avec vous-même, c'est quoi l'objectif, c'est quoi votre projet, et de bien le borner, de bien le préciser, de bien le détailler. Qui est vraiment une définition, au sens que les choses soient clairement définies, ça veut dire dans quel cadre ça se situe,
et qu'est-ce qui sera hors cadre, hors limite, eh bien dans ces cas-là, ça ne rentrera pas dans votre projet, mais c'est important de savoir où s'arrêtent les choses. Et au sein du cadre voilà, qui va concerner votre projet, donc c'est un cadre au sein duquel vous allez pouvoir agir, eh bien donc c'est important d'avoir cette définition, cette précision et cette clarté dans l'objectif, dans le projet que vous voulez concrétiser. Et un des outils que j'utilise pour définir correctement pour moi un projet, c'est une méthode que j'ai depuis que j'ai fait mon BTS, hein, ça s'appelle le QQO-QCP. Donc en fait c'est simplement les initiales de qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Vous vous posez toutes ces questions et vous allez déjà avoir beaucoup plus d'informations et vous allez pouvoir compléter ou préciser les informations de votre projet. Donc par rapport à la question du qui, eh bien c'est qui est concerné par le projet. Bien sûr vous-même, mais il y aura probablement d'autres acteurs, d'autres personnes avec lesquelles vous allez interagir. Et on y reviendra après. Donc c'est de se dire, eh bien, qui va être concerné, à qui je vais avoir affaire, parce que derrière, forcément, vous avez besoin de compétences, peut-être, d'autres personnes que les compétences que vous avez vous-même, parce que vous avez besoin de compétences complémentaires, donc qui seront les autres personnes qui vont pouvoir vous aider en tant que personne ressource, personne compétente dans la réalisation de votre projet. Ou tout simplement des relations temporaires, je dis juste ça comme ça, si vous voulez vendre un bien, bon bah vous avez besoin d'un agent immobilier peut-être. Donc c'est de définir qui va être bien concerné dans tout le jeu d'interaction, de relations dans ce projet. Ensuite vous avez le quoi, bon bah c'est quoi votre projet? Bon bah déjà vous reposez bien cette définition-là. Ensuite vous avez le où, parce que votre projet peut-être qu'il va bien se dérouler dans une autre ville, dans un autre pays, donc ou peut-être pas, mais donc voilà, vous clarifiez ça. Ensuite vous avez le quand. C'est quand est-ce que vous voulez que ce projet commence? Quand est-ce que vous voulez qu'il débute, qu'il soit mis en route? Est-ce que c'est un projet aussi qui se fait, par exemple, avec une sorte de succession d'étapes, avec, par exemple, des étapes qui peuvent durer assez longtemps, ce qui ferait que ça fait un projet qui est à moyen long terme. Je donne juste un court exemple. Si vous visez une reconversion professionnelle, eh bien peut-être que dans un premier temps, c'est d'avoir un projet à côté, vous montez une micro-entreprise en plus de votre activité salariée. Vous ne touchez rien à votre activité salariée, c'est simplement que vous dégagez du temps dans votre vie privée pour eh bien, commencer à travailler sur votre projet. Et ensuite, par exemple, pendant les 6 premiers mois, vous y travaillez, mais la micro-entreprise, quelque part, n'est pas lancée. Et puis, les 6 mois suivants, vous lancez votre micro-entreprise, vous voyez ce que ça peut donner, par rapport au temps aussi que vous pouvez lui accorder, et en fonction eh bien, des résultats ou des réajustements à faire, vous vous dites, eh bien voilà, là j'ai 6 mois de recul de fonctionnement de la micro-entreprise, et est-ce que je peux diminuer un peu mes heures de travail salariées, et donc passer à temps partiel, afin d'accorder un peu plus de temps eh bien, à ma micro-entreprise. Et ça, ce serait du coup l'étape numéro 2 du projet. Et peut-être que l'étape 3, et ça va dépendre de vous, soit c'est d'avoir un mi-temps salarié, de rester salarié à mi-temps, hors de question de quitter le salariat, mais d'avoir une micro-entreprise qui tourne aussi à mi-temps. Ou alors, est-ce que l'étape 3, ce sera de basculer complètement, voilà, de passer du salariat complètement à l'entrepreneuriat. Et donc, voilà, c'est de raisonner comme ça par rapport à votre quand, mais aussi le quand, ça va être lorsque vous allez planifier toutes vos étapes. Voilà, à partir de quand je contacte un tel, à partir de quand je le relance s'il ne m'a toujours pas relancé, parce qu'à partir de quand telle ou telle tâche, telle ou telle étape doivent absolument être terminées et accomplies. Vous allez voir que au début, là, avec les questions, vous allez remplir un certain nombre d'informations, mais en repensant après les étapes vraiment dans le détail, vous pouvez reprendre à chaque fois ces questions et ça va vous aider à poser des réponses. Donc après le quand, on a le comment. Et ça, c'est bien comment vous allez vous y prendre concrètement, quelle stratégie vous allez employer pour arriver à bien, pour réaliser votre projet. Donc ça, en fait, ce sera la méthodologie que vous allez voir juste après. Et ensuite, vous avez le pourquoi. Et ce pourquoi, il est vraiment très important parce que ça va aussi vous permettre de vous confronter à vous-même pour savoir si la raison de votre projet est valable. Vraiment. Dans le pourquoi, c'est qu'est-ce qui vous motive dans ce projet? Mais qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir? Et en quoi aussi, on pourrait mettre dans ce pourquoi, en quoi ce projet il est pertinent? Pertinent, efficace. Je veux dire, même si on aborde la relation de l'amour, vous verrez qu'on a le droit de se dire, voilà, en quoi ma motivation elle est pertinente, elle est efficace. Parce que par exemple, est-ce que
je donne... C'est un peu une caricature, mais vous allez comprendre. Si je suis une personne qui est dans une dépendance affective plus profonde et qui ne sait pas ou qui n'a pas envisagé de faire un travail de développement personnel et qui considère vraiment que l'autre, que le partenaire doit combler sa carence, sa béance affective. Et donc, pour elle, ce serait, on va dire, pertinent, sauf que là c'est subjectif, donc en fait c'est pas pertinent. Et donc là pour la personne, son pourquoi, ce serait bah oui, moi je veux quelqu'un dans ma vie pour que je me sente aimée et que je me sente comblée et qu'en fait l'autre réponde à mon besoin abyssal d'attention et d'amour. Sauf que, alors, ça va donner une relation, et ça va donner qu'on va choisir un partenaire de vie qui va être, on va dire, en cohérence avec ça, qui va donc lui aussi avoir des blessures. Peut-être que ce sera donc une personne qui a le syndrome du sauveur, voilà, parce qu'en général ça va bien ensemble, et du coup la relation elle va marcher un temps. Mais ça peut être l'occasion justement de se poser la question vraiment, pourquoi je veux telle ou telle chose? Et n'y a-t-il pas des choses que je peux faire aussi en autonomie, ou que je peux réajuster en moi afin que mon projet soit le plus ajusté possible et que je reste dans cette ligne de pertinence et de, j'ai envie de dire, de sainteté. Au sens où je ne m'appuie pas, je ne prends pas ma décision d'objectif et de projet depuis l'espace sombre en moi, mais depuis l'espace lumière en moi. C'est-à-dire cet espace, mes problématiques mentales, mes schémas, on va dire, réactifs émotionnels, qui soient le plus sain possible, le plus harmonieux, le plus épanouissant possible. Et ça va être ça aussi, votre travail, c'est de faire un état des lieux de vos ressources, de vos qualités, mais aussi donc de vos défauts. Mais donc, de bien prendre le temps de réfléchir à pourquoi vous voulez ça. Qu'est-ce que ça va vous permettre de solutionner? S'il y a, on va dire, une résolution de problème aussi, ce que j'ai pas dit, c'est vrai, c'est que par le fait de concrétiser un projet, vous pouvez aussi entendre le fait de résoudre un problème. Parce que si vous avez un problème de vie qui vous empêche d'avancer, eh bien vous pouvez le considérer comme un projet à part entière et y appliquer aussi cette méthodologie-là. Donc le pourquoi, ça va être hautement important, d'y accorder une réflexion sérieuse, d'être le plus honnête possible, le plus humble possible aussi. Humble, c'est pas se faire plus petit que l'on est, c'est pas ça, c'est de la fausse humilité, ni d'être dans l'orgueil. Donc ce n'est pas de se dévaloriser dans ce qu'on sait faire de bien, et ce n'est pas non plus survaloriser nos défauts. Non, c'est juste être factuel. Qu'est-ce que vous savez faire de bien? Quelles sont vos qualités psychologiques, relationnelles, vos aptitudes en tout genre, vos compétences en tout genre? Vous pouvez faire la liste de tout ça, mais aussi quelles sont les choses que vous appréciez moins en vous, mais pas au sens jugement, mais c'est-à-dire que vous considérez qu'effectivement vous avez tel et tel défaut qui peuvent constituer des freins, des entraves par rapport au projet en question. Parce que par exemple, si vous êtes bordélique, cela potentiellement n'aura pas d'effet négatif sur votre projet, sauf si ça touche tellement à tout que dans vos papiers vous êtes bordélique, que vous ne savez pas vous y retrouver, vous allez perdre du temps. Donc peut-être qu'à un moment donné vous direz, bon, éventuellement que ma chambre ne soit pas rangée, c'est pas grave, mais mes papiers, ça doit être en ordre. Donc c'est de faire aussi le point sur toutes ces choses-là. Donc je reviens sur le pourquoi, on est toujours dedans, mais j'y reviens. Demandez-vous si vous cherchez à combler un manque, ou à fuir quelque chose, ou à éviter une confrontation. Une confrontation soit avec vous-même, de vous-même à vous-même, soit avec les autres, avec un patron, avec un ami, avec un associé, avec votre partenaire de vie actuel. Voilà, de vous demander pourquoi cet objectif, ce projet s'est pointé dans votre esprit et le décortiquer, ce pourquoi, et de voir si il est pertinent. Parce que je ne vous dis pas qu'il soit légitime, votre projet. Quelque part, tout est toujours légitime, parce que ça s'appuie sur votre vécu, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez exprimer, etc. Donc la question, c'est pas de savoir si le projet il est légitime, c'est de savoir s'il est pertinent, et si sa concrétisation va vraiment vous permettre d'aboutir à plus d'épanouissement, à plus de croissance pour vous-même, pour les autres autour, déjà pour vous-même, et de voir du coup si il est raisonnable, s'il est logique, de le mettre en place et d'aller au bout. Donc vous avez fait votre bornage, votre définition de votre objectif, de votre projet, et maintenant vous allez rentrer dans d'autres étapes, et la suivante, ça va être de faire un état des lieux,
bien de vos ressources et de ce qui pourrait vous manquer en termes de ressources et donc de compétences dans la réalisation de ce projet. Faire l'état des lieux, c'est toutes vos compétences, vos qualités, mais aussi vos moyens financiers ou mobiliers, immobiliers, etc. Par rapport à votre projet, bien évidemment, donc c'est toujours à recontextualiser. Moi là, je suis obligée de parler de manière assez généraliste. Donc vous faites l'état des lieux de vos ressources, et vous allez aussi faire l'état des lieux des ressources manquantes. C'est ce qui va vous permettre d'établir, eh bien, vers quels interlocuteurs vous allez devoir vous tourner et vers qui donc vous allez pouvoir demander de l'aide. Et de l'aide, c'est simplement que comme on n'est pas omnipotent, on ne possède pas toutes les compétences, et donc c'est d'aller chercher telle compétence à gauche, telle compétence à droite, donc j'ai besoin d'un avocat, j'ai besoin d'un notaire, parce que par exemple un projet, ça peut être un divorce, donc forcément on a besoin eh bien, de compétences précises par rapport à ça. Si vous avez besoin eh bien, de monter une micro-entreprise, vous pouvez avoir besoin eh bien, d'avoir, alors je dirais déjà un comptable peut-être, mais aussi d'une personne qui est coach dans le milieu vraiment professionnel et pas les coachs spirituels ou professionnels, qui aident vraiment à l'accompagnement pour monter une société, pour monter une micro. Et donc, par exemple, c'est tout ce que l'on voit de ce que Pôle emploi peut proposer aux personnes qui ont, par exemple, fait une rupture conventionnelle et qui vont se reformer et qui vont pouvoir être accompagnés dans la création de leur entreprise, dans la création de leur société. Il y a des vraies ressources comme ça de compétences à aller chercher par rapport à votre projet. Donc, vous listez les ressources déjà eh bien, acquises et les ressources eh bien, que vous allez devoir chercher à l'extérieur. Ensuite, je vous propose aussi de lister les freins possibles. Alors, non seulement celles qui vivent au-dedans de vous, mais celles que vous pouvez potentiellement rencontrer. Parce que ça va peut-être faire durer le projet un peu plus longtemps, ou une fois que vous allez vraiment rentrer dans le projet, vous allez vous confronter à vos propres blocages, à vos propres peurs, et qui seraient, on va dire, pas un frein, ou qui ne viendraient pas biaiser la pertinence du projet, mais qui viendraient eh bien, différer, gêner la progression du projet. Je donne simplement un exemple. Vous voulez être à votre compte, mais vous avez peur d'être visible. Bah oui, parce que va falloir se vendre en fait. Donc ça vient pas, on va dire, diminuer la valeur et la pertinence de votre objectif, mais ça va vous faire rencontrer une difficulté au moment où, ok, vous avez tout mis en place, la micro-entreprise est créée, vous avez préparé votre com, etc. Vous avez établi votre tarification, vous savez ce que vous voulez proposer comme prestation, etc. Mais là, le blocage, parce que oui, mais... oui, mais... Et donc, vous pouvez avoir un syndrome de l'imposteur qui se pointe, et il va falloir du coup travailler là-dessus. Donc ça s'anticipe. Et c'est de vous dire, ok, mais qu'est-ce qui se passe si je suis visible? Voilà. Et c'est de commencer aussi à réfléchir. Bon, d'être visible, il se passe pas grand-chose de plus, en fait. C'est juste que vous êtes confronté vraiment au fait que on va vous regarder faire. Donc ça touche à votre confiance en vous, et après ça vient aussi vous permettre d'élaguer des a priori que vous avez sur vous-même qui sont en fait absolument pas vrais du tout. Petite digression, mais c'est pour vous dire que ça fait partie des freins et des entraves qui sont à anticiper par exemple. Ou par exemple, si c'est pour rechercher l'amour, vous êtes mis au clair avec vous-même, etc. Mais il y a encore des parties de vous qui disent oui, mais je ne suis pas aimable, au sens les gens ne pourront pas m'aimer car c'est pas possible que je sois aimée. Donc pourquoi et quelle est la validité, quelle est la réalité, la pertinence de ces pensées, sur quoi ça s'appuie, donc ça invite à un travail d'introspection. Donc par rapport à tout ça, et même par rapport au fait de gagner de l'argent, on verra, on va en reparler, mais c'est pareil, il y aura un travail d'introspection à faire. Donc c'est l'occasion de faire votre introspection. Mais vraiment, de toute façon, tout projet sérieux, c'est déjà une invitation à s'introspecter, parce qu'il va falloir mettre en clarté, mettre en lumière, eh bien, tout ce qui vous constitue, et tout ce que vous allez pouvoir eh bien, engager dans ce projet. Donc tant psychologiquement, que physiquement, qu'énergétiquement. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne introspection par rapport à ça. Donc après avoir fait votre état des lieux et identifié vos freins, les freins potentiels, eh bien vous allez passer à la définition des étapes. Comment vous allez morceler, séquencer votre projet, et donc il va falloir poser des dates, des durées, ça combien de temps ça va me prendre à peu près. Moi je sais pas si vous voulez vendre un bien,
faire des estimations, ou si vous voulez acheter un bien, eh bien ça va être de vous renseigner auprès des banques, de bien faire le point sur votre situation financière économique, de vous dire ok j'en suis là, est-ce que je peux recevoir de l'aide de ma famille, est-ce que je peux demander des prêts à des amis, à ma famille, etc. De voir avec les banques, et donc tout ça, vous vous dites ok je le fais sous quel délai, 1 mois, 2 mois, etc. Et après vous faites le point, vous pouvez vous faire voilà votre petit planning et vous faites le point à chaque étape en fait. Est-ce que vous êtes en retard, est-ce que vous êtes en avance, est-ce que vous pouvez passer du coup plus vite, plus rapidement à l'étape d'après. Donc quelles sont les étapes? Et vous verrez, même en amour, hein, on peut se mettre des étapes. Donc à partir de ce moment-là, bah, vous faites votre planning, vous vous organisez et faites quelque chose qui soit réalisable, hein, parce que si vous avez une vie de famille à gérer, que vous avez déjà aussi un autre travail, il faut tenir compte de votre capacité à endurer, votre endurance. Est-ce que vous êtes du genre à pas avoir beaucoup besoin d'heures de sommeil, et que dans ces cas-là, vous pouvez tirer un peu plus, travailler sur votre projet le soir. Voilà, tenez compte de votre état de fatigue, de votre capacité d'endurance, et d'être réaliste, parce que si c'est pour vous épuiser sur les 2 premiers mois et après vous faites plus rien du tout parce que vous êtes déjà en sorte de pré-burnout, que vous n'en pouvez plus, eh bien ça ferait péricliter votre projet pour les mauvaises raisons. C'est juste que voilà, vous êtes un petit peu trop mis la pression, vous avez un peu trop chargé la mule, et donc autorisez-vous à revoir la charge de travail. Donc qui dit étape et qui dit planning dit passage à l'action, on est bien d'accord. Donc si vous voyez que vous vous mettez à procrastiner, il va falloir vous regarder vous-même, vous confronter à vous-même, vous dire mais pourquoi je procrastine? Qu'est-ce qui me bloque? Est-ce que j'ai des pensées bloquantes, négatives, qui viennent eh bien parasiter mon passage à l'action? Donc ça fait partie aussi de votre travail d'introspection et des freins, des entraves, des blocages qui sont à identifier du coup. Donc si vous voyez que vous procrastinez, c'est que vous êtes face à un blocage. Et donc, va falloir aller le chercher. Donc après, la méthodologie, en fait, elle est simple, elle est juste évidente, hein, même. C'est, je connais mon objectif, je sais ce que je peux faire de moi-même, je connais mes ressources, je sais à qui je peux m'adresser pour compléter mon besoin de ressources. Ensuite, eh bien, je pose une ligne d'action, j'ai mon planning, je fais mes étapes, et en fait après, comme on dit en anglais, trust the process. Donc faites confiance au processus. Si vous avez vraiment bien construit votre planning, vos étapes et tout, vous allez vite voir une progression et des résultats. S'il y a des choses qui stagnent, eh bien ce sera l'occasion de faire un bilan, de faire un point, et de remettre peut-être en question eh bien, certains aspects du projet ou certains interlocuteurs en fait avec lesquels ça ne se passe pas si bien que ça, ou de redéfinir à la baisse, à la hausse, voilà l'envergure de votre projet. Parce que des fois, c'est pas des fois, c'est qu'en fait on a besoin d'être réaliste. Donc c'est de bien jauger l'ampleur du projet par rapport à vos capacités réelles. Ça sert à ça entre autres, de faire l'état des lieux de vos ressources. Quelle est vraiment votre capacité, sans la minimiser bien évidemment, mais quelle est votre capacité à pouvoir gérer et mener ce projet jusqu'au bout. Donc toujours par rapport à ce travail d'introspection, ça vous invite à vraiment bien vous connaître, toujours sans vous dévaloriser. Et vous pouvez même aller vous dire, allez je me challenge un peu, mais on va dire, il y a des degrés de challenge. Hein. Il y a celui qui est un petit peu au-delà de votre zone de confort, et puis il y a celui qui est genre à 6 millions d'années-lumière de votre zone de confort. Donc en fait, il va falloir jauger ça. Et il n'y a que vous qui puissiez faire, parce que logiquement, eh bien, c'est vous qui pouvez vous connaître le mieux, et savoir eh bien, comment c'est possible de mener tout ça à bien par rapport à votre énergie, votre vitalité, votre fatigue, vos fonctionnements, votre personnalité. Donc voyez s'il y a besoin ou pas de redéfinir le projet, et c'est ok. C'est ok, c'est pas un échec de se dire bon je suis obligée de revoir à la baisse parce qu'en fait j'ai peut-être vu trop grand. Mais mieux vaut un projet qui est légèrement diminué en termes d'envergure et que vous allez mener à bien. Ça va profondément en plus vous consolider, vous réjouir, parce qu'en fait tout ça c'est vous qui l'aurez fait, même si vous avez sollicité l'aide extérieure, mais c'est quand même vous qui avez mis les choses en place, créer les interactions, donc vous pourrez vous féliciter d'avoir été jusqu'au bout. Et peut-être que ce premier gros projet vous permettra ensuite de vous dire ok, là je me sens capable de passer à une étape un peu plus grande encore.
Donc allez-y progressivement et tenez compte de vous-même, c'est très important. Donc vous allez faire confiance à ce processus et lâcher prise en fait, c'est ça dont il est question. Lâcher prise déjà sur toutes les choses sur lesquelles vous n'avez pas la main. S'il y a des personnes à qui vous avez confié ou délégué certaines choses, ou vous êtes en attente de certaines personnes, bien évidemment, il faut être patient tout en étant persévérant, savoir relancer quand il faut, savoir reposer des questions, redéfinir les choses, mais quand c'est pas à votre portée, lâchez prise. Pas besoin de mettre la pression à tout le monde, laissez les gens respirer, et c'est dans cet espace, entre guillemets, de lâcher prise, que votre subconscient va lui aussi travailler. Alors que si vous êtes, on en reparlera dans la partie du travail énergétique, mais si vous êtes tout le temps crispé sur votre projet, vous coincez votre subconscient et vous agacez les subconscients des autres. C'est-à-dire que c'est profondément désagréable, en fait, tout simplement, d'être au contact de quelqu'un qui est hyper crispé ou crispé tout simplement non-stop sur son projet. Ça donne pas trop envie. Donc soyez sérieux et concentrés sur les choses qui vous incombent et détendez-vous, relâchez-vous, faites autre chose, vivez aussi votre vie à côté, pour que, on va dire, la magie de votre subconscient puisse opérer. Donc à présent, on rentre dans qu'est-ce que vous allez pouvoir faire comme travail énergétique pour booster la concrétisation de vos projets. Et donc j'en reviens sur le fait que dans la vidéo du coup sur la loi d'attraction que je vous remets à nouveau ici, je vous expliquais que c'était votre subconscient qui savait se connecter à d'autres subconscients. Et c'est vraiment en fait dans une relation gagnant-gagnant que votre subconscient, il sait trouver les personnes. C'est-à-dire qu'il va pas s'imposer en disant « toi, tu dois faire ci, toi, tu dois faire ça ». Non, on n'a pas la puissance en général pour faire ça. Donc ça veut dire que le subconscient de telle ou telle personne va être volontaire pour participer, pour coopérer dans votre projet. Et que ce soit un projet pour toi, un partenaire de vie, un travail, etc. ou même en tant que juste un interlocuteur éphémère, votre subconscient, il va être en quête de trouver les personnes qui peuvent vous aider. Et par rapport à ça, votre subconscient peut être plus ou moins freiné dans sa recherche. Donc, je vous en avais déjà parlé du coup dans la vidéo d'avant, c'est-à-dire que si par exemple vous considérez que les autres n'ont rien à vous apporter de bon, forcément, votre subconscient, vous allez le brider, puisqu'il se dit, oui, non, il n'y a personne qui peut vraiment aider, puisque, en gros, tout le monde, c'est des cons. Donc, à partir de ce moment-là, ça va être votre travail d'introspection qui va vous aider à identifier vos freins. Des freins tant matériels que psychologiques qu'énergétiques. D'où l'importance de comprendre la partie que vous pouvez faire au niveau énergétique. Donc si vous avez des a priori, des jugements profondément négatifs sur les autres, le monde, c'est de voir comment vous pouvez décristalliser certaines choses, vous détendre sur certaines choses et vous dire non, quand même, tout le monde n'est pas si mauvais. Et peut-être qu'en fait vous projetez quelque chose parce qu'il y a eu une ou deux relations profondément néfastes et toxiques pour vous, qui vous ont un peu accablé et qui sont venus amoindrir votre jugement par rapport aux autres. Votre subconscient, il joue selon les règles de vos programmes psychologiques internes. Mais il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que votre subconscient, il est équipé d'une structure de lignes qui sont en fait ce que moi j'appelle votre champ de vie. Et ces lignes sont élastiques, c'est comme des cordes souples, des cordes magnétiques, qui s'étirent, donc qui peuvent s'étendre dans toutes les directions sur un certain champ, un certain territoire. Et ces lignes vont se connecter au champ de vie d'autres personnes, donc aux lignes d'autres personnes. Et c'est tout un réseau qui se crée. Dans ce réseau, vous allez transmettre de l'information. Tout ce qui est vivant dans votre psyché, donc des pensées, des émotions, des sentiments, des idées, des conceptions, des images, etc., des scénarios, tout cela existe à l'état de vibration. Et ces vibrations, elles courent le long de ces lignes et elles vont venir informer les champs de vie des autres subconscients. Donc non seulement votre subconscient il émet des ondes, et il lit les ondes, il les décode, mais il y a aussi tout ce jeu d'informations qui se transmet via ce lignage, via cette trame magnétique, donc qui est votre champ de vie. Et on a besoin que ce champ de vie, il soit clean, il soit exempt de charges, de blocages, de freins qui viendraient soit étouffer une partie des informations, soit biaiser, soit enrichir négativement les informations.
C'est-à-dire que dans ce champ de vie peuvent venir se loger des sortes de charges, des sortes de nuages émotionnels. Donc par exemple, vous allez pouvoir avoir des nuages de jalousie. Parce qu'il y a des gens qui vont être profondément jaloux de vous, à tort forcément. Être jaloux, c'est toujours à tort, parce que c'est quand l'autre considère qu'on le prive de quelque chose, alors que c'est à lui de se bouger pour avoir les choses. Et voilà, vous vivez votre vie, vous êtes responsable de votre vie, vous avancez, vous décidez d'avancer dans votre vie, et ben c'est très très bien. Et pour les jaloux, bah tant pis pour les jaloux, c'est qu'ils ont toujours pas décidé de bouger leurs fesses. Et ça, on n'y peut pas grand chose, donc on s'intéresse pas aux jaloux. Mais ces charges de jalousie peuvent venir se coincer dans la toile de notre champ de vie, et venir l'alourdir et nous peser, voire même aussi un peu nous créer une sorte de stress, on peut se sentir oppressé. Et l'autre chose qui peut venir aussi se glisser dans votre champ de vie, ce sont d'autres subconscients, et là je vais prendre le temps d'expliquer un petit peu. Votre subconscient, ok, sa structure, elle existe bien dans votre psyché, elle est attachée à votre psyché, donc on va englober le cerveau, le champ psychologique, le champ psychologique énergétique, donc le champ psycho-énergétique de votre tête. Votre subconscient, il est situé à l'arrière de votre psyché, à l'arrière de votre tête, au niveau de l'occiput. Mais une partie de votre subconscient, quelque part, peut se balader. Et aller voir des lieux, aller voir d'autres subconscients, d'autres personnes, et se tenir dans la présence d'autres personnes. Donc votre subconscient est capable de faire ça, et donc les subconscients des autres aussi. Et il y a des subconscients qui sont des fois intéressés de savoir ce que vous faites, mais pas pour des bonnes raisons, qui sont plus en train soit de vous épier, soit de vous dire quoi faire, soit de vous critiquer, soit d'essayer de vous laminer carrément. Et d'ailleurs, je précise que ces présences subconscientes sont souvent confondues par certains médiums et voyants comme étant des entités, mais pas du tout. Ce sont bien des êtres vivants, et c'est juste le subconscient, donc le corps énergétique du subconscient d'une certaine manière, qui se balade et qui est venu semer un peu la zizanie dans votre champ de vie. Ça s'enlève ces choses-là, ces subconscients-là. Et vous pouvez du coup les dégager avec une des pratiques que je vous expliquerai tout à l'heure, et vous allez du coup pouvoir nettoyer, assainir et clarifier votre champ de vie, qui permettent vraiment de transmettre le contenu de vos informations de manière claire, non biaisée, sans distorsion, aux autres subconscients qui seraient susceptibles de vous aider dans votre projet. Donc ça va être important que votre champ de vie soit bien purifié et nettoyé. Donc maintenant que vous en savez un peu plus sur ce champ de vie, voici les 3 choses que vous allez pouvoir appliquer pour que votre projet et sa réalisation et voilà ces étapes avancent de manière plus fluide avec ce petit côté magique. Vous allez devoir cultiver votre détermination, purifier votre champ de vie bien évidemment, et apprendre à connecter de manière consciente, énergétique, votre subconscient, votre champ de vie aux autres. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important de cultiver votre détermination? Alors, non seulement parce que ça va vous rehausser, vous, dans votre capacité à vous mobiliser consciemment dans l'élaboration et dans le passage à l'action en fait. Ça va vous booster, ça va vous galvaniser, ça va vous aider à trouver aussi plus de courage, ça va vous reconnecter profondément à pourquoi vous voulez faire ça. Et dans les moments de fatigue, de lassitude ou d'impatience, vous allez vous dire « mais non, c'est bon, j'ai décidé que je faisais ça, je le fais ». Donc de cultiver votre détermination, c'est important aussi pour le travail conscient. Sur un plan énergétique, ça va faire quoi? Ça va faire que tout ce lot d'informations, de vibrations qui existent dans votre psyché par rapport à ce projet, ce sont des vibrations qui vont avoir qui vont émettre des ondes à longue portée, mais avec une forte prégnance, capacité de prégnance, une forte densité, d'imprégnabilité chez les autres subconscients, et cette information, elle va être bien perçue clairement, finement, précisément dans votre champ de vie, et ça peut fédérer aussi les autres subconscients, parce que c'est agréable d'avoir une personne qui est hautement déterminée, c'est engageant, c'est mobilisant. Donc le fait que vous soyez intensément déterminé, ça va nourrir déjà votre capacité à vous mobiliser de manière générale, mais ça va aussi rehausser la prégnance des informations que vous émettez, à la fois sous forme d'ondes et à la fois sous forme de vibrations qui sont conduites, on va dire, dans ce réseau de lignes magnétiques. Donc soyez déterminés. Donc forcément, je vous redis, par rapport au cours que j'ai fait au mois de septembre,
j'ai enregistré les 3 pratiques, et il y a une pratique qui est dédiée à l'intensification de sa détermination. Donc ça va aussi, on va dire, consolider votre champ psychologique, ça va apaiser certaines peurs, c'est-à-dire que ce que l'on veut, c'est que votre vibration de détermination, eh bien, elle soit plus forte que toute autre vibration qui serait attachée à des programmes mentaux ou des émotions négatives, ou en tout cas oblitérantes ou freinantes. Donc si votre détermination elle passe au-dessus du reste, ça va vous faciliter la tâche, ça va vous permettre d'avancer, on va dire, sans vous traîner des boulets aux pieds ou des boulets dans la psyché. Et vous allez aussi entraîner plus facilement les autres subconscients à pouvoir vous aider. Donc cette détermination, ce n'est pas synonyme de crispation. Hein, c'est assez important, on ne doit pas être crispé dans son projet, on doit être déterminé, sérieusement déterminé, intensément déterminé, mais pas crispé, et de savoir lâcher prise quand c'est nécessaire. C'est-à-dire que le soir, on ne s'endort pas en pensant à son projet, pas trop, ou parce que sinon on risque de cogiter toute la nuit. Donc vous faites ce que vous avez à faire, vous faites confiance au processus, vous renforcez, vous cultivez votre détermination avec la pratique que je vous propose, ou si vous savez déjà le faire de vous-même, et bien vous continuez, et ça va vraiment nourrir à la fois votre travail conscient et le travail de communication de votre subconscient avec les autres subconscients. L'autre chose à faire, et donc c'est aussi une autre pratique que j'ai enregistrée, eh bien c'est le fait de purifier votre champ de vie. Parce que comme je vous le disais, il peut y avoir des charges émotionnelles négatives, il peut y avoir des subconscients présents mais qui ne sont pas là pour vous aider, donc tout ça, il faut les dégager sérieusement, et parce que nul n'a le droit de vous oblitérer, de vous entraver dans votre projet. C'est votre liberté, et par respect pour vous-même et envers vous-même, eh bien personne n'a le droit de vous entraver dans ça. Bon, on est d'accord, ce sont des projets qui ont, on va dire, une valeur ajoutée positive, hein. Il n'est pas question d'aller nuire à son voisin. Donc voilà, on est d'accord. Donc, mais à partir de ce moment-là, voilà, de vous dire, mais personne n'a le droit de me dire si mon projet il est bon ou s'il n'est pas bon. Non, vous avez déjà mené votre réflexion à vous. Vous vous êtes confronté à vous-même, à votre pourquoi, voilà, c'est vraiment le bon projet, pourquoi c'est vraiment pertinent. Et après, les avis, les jugements des autres, parce que je vous invite à être rationnel, donc ça veut dire que je vous invite à faire abstraction de votre propre on va dire, de vos propres jugements, de vos propres opinions, donc forcément vous faites abstraction des jugements des autres. Donc si les membres de votre famille vous disent « Ah, mais t'es sûr quand même, c'est risqué, machin, etc. » En fait, ils sont juste en train de projeter leur peur. On en parle du coup, pas la peine de parler de votre projet avec eux. Si c'est pour qu'ils vous bassinent sans arrêt avec leurs peurs, leurs jugements, leurs opinions, on s'en fout en fait, vraiment. Ce qui compte pour vous, c'est d'avancer et de vous entourer des personnes qui peuvent vous soutenir dans l'avancement de votre projet. Donc pas forcément des personnes qui vont aider directement au projet, mais des personnes avec qui vous pouvez partager là où vous en êtes, etc. Et puis qui savent vous écouter de manière bienveillante et qui vont pas forcément vous donner des conseils non sollicités. Voilà. Donc sachez vous entourer des bonnes personnes et sachez aussi vous abstenir de parler de votre projet à des personnes voilà, qui ne seraient pas sympathisantes. Parce que si vous en parlez donc à des personnes qui vont s'inquiéter pour vous, ou qui vont vous critiquer, ou qui vont vous jalouser, eh bien c'est là où vous maximisez l'arrivée de charges émotionnelles négatives dans votre champ de vie, voire la présence de subconscients non désirés. Donc choisissez bien les personnes avec qui vous allez en parler, ça c'est important. Je vais faire une digression, je vais la faire maintenant. Par rapport à votre positionnement, sachez vous positionner, sachez être ferme, solide et stable dans ce que vous avez décidé de faire, et du coup face aux autres aussi. Si vous, votre décision elle est prise de vous reconvertir, si vous, votre décision elle est prise de lancer un autre projet pour gagner plus d'argent, si vous, votre décision elle est prise de quitter votre conjoint pour trouver un meilleur partenaire de vie, ou de quitter votre célibat qui a arrangé peut-être votre famille parce que vous étiez plus disponible pour eux, et d'avoir la critique de ces personnes-là parce qu'elles veulent vous garder pour elles, eh bien c'est de vous affranchir de tout ça et de conserver votre positionnement. C'est ok, vous êtes chez vous, c'est-à-dire que vous restez connecté en vous à vos besoins, à votre projet, à ce qui vous anime, et vous n'en démordez pas. Sauf si on vous apporte vraiment des matériaux de réflexion qui sont objectifs, qui sont pertinents, et qui ne sont pas jugeants. Et c'est après votre liberté de toute façon de réviser, de réajuster bien ce que vous avez estimé, ce que vous avez évalué de faire dans vos objectifs. Donc à partir de ce moment-là, votre positionnement, il est vraiment très important. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de dire stop,
de dire non à certaines personnes. Et ces personnes-là, même si elles peuvent résister, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont se calmer, elles vont arrêter de sans cesse venir vous embêter, de vous incriminer. Alors peut-être que dans leur esprit, ce ne sera pas encore le cas, mais déjà, sur un plan physique direct, elles vont cesser de vous solliciter de manière négative. Et ça veut dire aussi que vous allez faire du tri dans vos relations. Et c'est très important. Je vous disais, entourez-vous des personnes qui sont soutenantes. Donc si vous avez des personnes qui sont plombantes, alourdissantes, entravantes dans votre vie, prenez le temps de la réflexion dans quelle mesure vous les conservez dans votre vie ou dans quel contexte vous les conservez dans votre vie. Parce qu'il y a des gens, on les garde quand même près de nous, mais pas trop près, c'est-à-dire que c'est ok pour boire le café, c'est ok pour faire une petite sortie comme ça, mais c'est pas ok pour être en mode confidence, en mode partage profond, ce sera pas forcément votre témoin de mariage par exemple, voilà. Donc sachez aussi faire le tri, ou j'ai envie de dire catégoriser, on va dire la qualité de la relation, et c'est ok, hein, justement, c'est ce qui vous permet de ne pas être déçu, et de ne pas espérer plus que ce que la relation peut vous apporter. Si vous attendez des choses qui sont en fait irréalistes auprès d'une personne qui est toujours plombante, négative, qui vous fait des reproches, mais qu'en fait vous, secrètement, vous recherchez la reconnaissance de cette personne, il va y avoir un gros problème. Il va y avoir un gros problème. C'est-à-dire que vous allez lui parler de choses qui sont importantes à vos yeux, comme par exemple elle, je sais pas moi, elle veut vous garder pour vous, ou elle vous jalouse en fait, mais qu'elle n'a jamais avoué ça. Eh bien, elle préfère vous voir patauger, ou elle préfère vous voir échouer, donc pour vous garder dans son giron, et puis comme ça, voilà, c'est gratifiant pour elle. Et donc vous cherchez à côté, voilà, la reconnaissance de cette personne qui en fait, tout ce qu'elle attend, c'est que vous restiez bien petit, et que vous n'avanciez pas dans votre vie. Donc si vous observez ce genre de choses, mais faites un 180 degrés, changez de direction, et revoyez l'importance que vous accordiez à cette relation. Redéfinissez la relation, reconfigurez la relation, c'est ok. On n'est pas obligé toujours de se séparer de certaines personnes, mais on peut reconfigurer et revoir la fréquence à laquelle on se voit, le contexte dans lequel on se voit, et la valeur, l'importance, le poids des choses qui sont partagées. Donc plus votre positionnement, votre capacité à vous tenir, vous, dans vos engagements, dans vos décisions, de savoir dire non, de savoir dire stop, de savoir poser des limites, et bien plus votre positionnement il sera raffermi, plus autour les choses vont se redéfinir. C'est-à-dire que, je vais vous donner une autre image. Plutôt que vous soyez en mode pâte à modeler, où les uns et les autres arrivent, et puis tiens, hop, j'enfonce mon doigt là, j'enfonce mon doigt par-ci, je pousse par là, je pousse par-ci, vous avez jamais de forme à vous, vous avez jamais, on va dire, une structure qui vous est propre. Vous êtes toujours un peu en mode caméléon, à vous adapter à un tel, vous adapter à tel contexte, et qu'en fait, vous n'êtes donc pas dans votre positionnement, vous n'êtes pas en fait avec vous, connecté à vous-même, et vous ne vous tenez pas dans cette densité de qui vous êtes et de ce que vous voulez. Bien du coup, comme c'est vous qui vous modelez au monde, le monde ne pourra pas changer, puisqu'en fait vous êtes trop mou d'une certaine manière, comme de la pâte à modeler. Donc c'est vous qui vous ajustez sans cesse, et des fois, parce que vous n'êtes pas une vraie pâte à modeler, eh bien vous vous heurtez, on va dire, à la dureté, au manque de bienveillance et, on va dire, à certaines exigences de personnes, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque vous tenez votre positionnement, vous gagnez en densité intérieure. C'est-à-dire que votre structure, qui vous êtes, eh bien, c'est solide. Il y a des choses qui seront toujours adaptables, et tant mieux, parce qu'on a besoin de savoir s'adapter tout au long de notre vie. Mais on va dire que le corps, le noyau de qui vous êtes, lui, n'a pas vocation à se modifier. C'est-à-dire que tous les matins, vous vous réveillez, vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos fonctionnements, vous connaissez vos besoins les plus récurrents, etc. Donc votre noyau de qui vous êtes, de votre personnalité, de votre fonctionnement, il est censé se tenir durablement. Et après, en périphérie de ce noyau, il y a des choses qui peuvent changer, se modifier, etc. Donc, c'est à vous de modifier, de densifier votre structure, votre noyau d'être, on va dire ça comme ça, même s'il n'y a pas un noyau en tant que tel qui existe en dehors du noyau psychique, du soleil de votre esprit, mais là on va dire c'est plus une image de travail, de compréhension. Donc plus vous allez solidifier, densifier votre noyau d'être, plus en fait il y a des interactions dans la vie où ça ne va pas passer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de compatibilité, il n'y aura pas possibilité de rentrer en harmonie, et c'est ok.
Donc on est d'accord qu'il faut pondérer les choses en fonction du contexte, parce que si vous êtes salarié et que c'est avec votre patron que ça clash sans arrêt, bon, il faut savoir voir dans quelle mesure on peut traverser ça. Tout n'est pas forcément frontal. Mais votre positionnement, c'est ne pas vous renier. C'est ne pas vous renier. Et donc c'est savoir exprimer votre besoin, vos limites, votre vouloir, votre direction dans laquelle vous souhaitez aller. Ne pas vous dévaloriser face à l'autre et ne pas faire marche arrière. Donc c'est savoir dire non quand il le faut. Et ce qui fait que c'est ce qui va opérer un changement dans votre environnement relationnel principalement. Et vous allez pouvoir mieux respirer, parce que quand vous êtes pâte à modeler, vous êtes étouffé. Franchement, l'humain, on va dire, n'est pas toujours très mature, vous en conviendrez. Et quand il y a des gens qui peuvent en profiter un maximum de vous, vous soutirer autant d'attention possible, autant d'énergie possible, et ben ils n'hésitent pas. Voilà. Et ils continueront à traire la vache, si vous êtes devenu une vache à traire, ils vont continuer de vous traire, eh bien, jusqu'à ce que vous en puissiez plus, et ça leur posera aucun problème, et à aucun moment ils ne se remettront en cause. Donc vraiment, charge à vous de tenir votre positionnement, et donc par rapport à ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, votre langage corporel, les gens vont finir par comprendre, vont se réajuster en fait. Et s'il y a des personnes qui continuent d'insister, vous dites stop, et on ne se voit plus, ou on arrête de discuter de ce sujet et vous les voyez dans d'autres circonstances, si c'est possible bien évidemment. Donc votre positionnement, c'est la clé pour reconfigurer votre environnement et laisser la place à d'autres personnes qui, elles, vont être, on va dire, qui vont avoir un impact positif et soutenant dans votre vie, épanouissant aussi, harmonisant dans votre vie, et vous allez voir que, eh bien, votre vie va changer. Donc quand vous voulez réaliser un projet qui est important à votre cœur, à vos yeux, à votre tête, ok, on est rationnel, mais c'est vrai qu'il y a des projets où on a tout pensé rationnellement, mais qui nous tiennent à cœur, eh bien, c'est important de ne pas vous laisser oblitérer, oppresser, modifier, transformer par votre environnement. Non, c'est vous qui allez impacter le réel par la ligne des actions que vous allez faire pour mener votre projet à bien. Donc votre positionnement, il est hautement important et ça va se sentir dans votre champ de vie, ça va vous permettre de fédérer, de générer plus d'attractivité et donc de générer plus d'abondance, entre guillemets, abondance dans les relations harmonieuses, abondance dans la communication, abondance dans ce que vous voulez quelque part. Mais vous allez générer plus d'attractivité avec les personnes avec les bonnes personnes, parce qu'elles auront été choisies en fait sciemment. C'est-à-dire que même si vous ne les choisissez pas consciemment, précisément, c'est le fait de vous respecter, d'être fidèle à vous-même, d'être dans votre positionnement, qui fait que les autres autour vont forcément aussi se réajuster dans une certaine mesure. C'est qu'ils ne vont pas devenir pâte à modeler, c'est que vous allez, on va dire, conserver les personnes avec lesquelles vous êtes compatible, tout simplement, et avec lesquelles vous êtes capable, eh bien, de relationner de manière harmonieuse. Et c'est réciproque, on est d'accord, hein. Il n'y a pas que vous qui faites ce travail. Donc les personnes avec qui ça coince systématiquement, arrêtez de chercher la profondeur de relation. Donc si dans votre entourage vous avez des personnes qui ne sont pas complètement compatibles, qui ne sont pas complètement soutenantes, considérez-les simplement comme si c'était des collègues de travail avec lesquels vous n'avez pas particulièrement sympathisé, mais avec lesquels vous conservez des relations cordiales, une forme de neutralité, vous n'en attendez pas plus, et c'est tout. Donc c'est le renforcement de votre positionnement qui va pouvoir transformer votre cercle relationnel, et le cercle relationnel avec des personnes qui sont importantes pour vous. Et c'est ce qui va faire que vous allez attirer les bonnes personnes dans votre vie. Et si votre positionnement, il est trop flou, il est trop mou, et il est quasi inexistant, en fait, vous allez avoir comme des rapaces autour de vous, des gens qui peuvent être médisants dans le reproche, etc. Mais bon, là j'en ai quand même suffisamment parlé. Mais donc, apprenez à vous redensifier. Et l'exercice que vous allez avoir sur la détermination, ça cultive ça aussi quelque part. Parce que ça vous renforce tellement dans le fait que oui, c'est ça que je veux pour ma vie et je n'y dérogerai pas. Je n'y dérogerai pas parce que un tel ou un tel m'a dit ça. Non. J'y dérogerai si seulement je vois que c'est pertinent de revoir les choses. Donc c'est de faire les choses de manière intelligente. Donc ça c'est très important. Donc
rehausser, réintensifier votre détermination, c'est ça qui va profondément vous aider aussi à vous densifier dans votre positionnement. Donc voilà pour cette longue digression sur le positionnement, mais vous comprenez à quel point ça va être important pour rester solide de bout en bout dans tout le processus que vous avez à suivre pour mener à bien votre projet. Maintenant, je vous parle de la troisième pratique, donc le troisième travail énergétique à faire pour sublimer énergétiquement parlant votre projet. Cela va consister à connecter consciemment votre champ subconscient, donc votre champ de vie, avec les champs subconscients des autres, avec les champs de vie des autres. Et dans ce travail, dans cette pratique, eh bien, non seulement il va falloir être déterminé, vous avez aussi cette saisie de votre champ de vie. La guidance, elle vous invite vraiment à palper, à saisir, à tenir votre champ de vie pour que vous puissiez donc l'étendre au champ de vie des autres. Et après, vous l'étendez aussi en fonction, j'ai envie de dire, de la localité, de la zone géographique, des personnes qui sont susceptibles d'être concernées par votre projet. Et là, je vous renvoie du coup à la question du qui est concerné dans votre projet. Donc vous étendez votre champ de vie et tout en faisant ce travail où vous injectez, vous impulsez la vibration, les informations, le vouloir de votre projet, vous y mettez aussi une certaine intensité de joie. Pas une joie émotionnelle, c'est vraiment la joie de créer. Donc cette joie-là, elle va pouvoir inviter les gens à se dire « Waouh !» Quand je dis inviter les gens, c'est inviter les subconscients. Inviter les autres subconscients à se dire « Waouh, c'est un super projet !» Même si votre projet, il est simple en soi, c'est à vous d'instiller cette joie qui va donner une aura particulière, une aura magnétique, une aura attractive à votre projet. Et ça, les subconscients, ils sont sensibles parce que ça leur donne encore plus d'appétence à vous rejoindre. Donc je récapitule par rapport au travail énergétique et aux pratiques que vous allez pouvoir retrouver, donc je vous les mets en lien en description de cette vidéo. Une pratique pour intensifier votre détermination, une pratique pour purifier votre champ de vie, et une troisième pratique pour savoir connecter consciemment, volontairement votre champ de vie au champ de vie des autres. Donc votre champ subconscient au champ subconscient des autres. Et donc dans les deux pratiques de champ de vie purifié et connexion, vous avez forcément l'étape par laquelle vous venez saisir, tenir, toucher, et vous apprivoisez aussi cette saisie pour toujours mieux pressentir, percevoir votre champ de vie, tant pour soit le purifier, soit pour l'étendre et le connecter aux autres. Donc voilà pour la présentation du travail énergétique, et je vais revenir sur le fait que ce sera important vraiment de lâcher prise, de faire confiance au processus. Si vous êtes toujours dessus mentalement, toujours crispé dessus mentalement, et que vous n'avez pas d'espace de détente, ça va venir saturer quelque part votre cerveau, ça veut dire saturer aussi votre subconscient, donc laissez-le agir. Si vous êtes suffisamment concentré et déterminé, votre subconscient il entend très bien votre message, que c'est ça que vous voulez. Donc à partir de ce moment-là, accordez-vous des temps où vous pensez complètement à autre chose, vous vous ressourcez, vous vous détendez, vous vous divertissez, et quand c'est le moment, le créneau auquel vous accordez du temps à votre projet, soyez hautement, intensément concentré dedans, et le reste du temps, vous vaquez à vos autres occupations. Maintenant, je vous propose de passer en revue les trois grands types de projets, à savoir la reconversion professionnelle, le fait de vouloir gagner plus d'argent et de trouver le partenaire de vie, de trouver l'amour et d'être heureux en amour. On va commencer par la reconversion professionnelle. Ici, je ne vais pas vous donner la méthodologie de comment vous y prendre, c'est juste de discuter avec vous, de partager des choses avec vous et de vous poser des questions, pour que vous soyez sûr si la reconversion professionnelle, en gros, c'est bel et bien la solution à votre besoin, à votre désir, et est-ce que c'est bien en adéquation avec votre croissance et votre épanouissement pour votre vie. Sachant que je vais vous faire une vidéo vraiment à part sur le sujet de comment s'installer en tant que magnétiseur, et vous pourrez le transposer à un métier semblable, et comment se faire connaître en tant que magnétiseur. Donc ici, vraiment pour la reconversion professionnelle, c'est toujours de vous inviter à creuser le pourquoi vous voulez vous reconvertir. Et de réfléchir si c'est vraiment pertinent. Parce que non seulement c'est ce qui vous anime, est-ce que c'est par frustration, par colère, par dépit, par ras-le-bol du fonctionnement de la société? Ou est-ce que c'est parce que vous êtes trop fatigué en ce moment, tout simplement, et que vous rêvez de vous reposer, vous rêvez de facilité, vous rêvez que cette pénibilité que vous ressentez au quotidien, elle disparaisse, et que ce projet de reconversion professionnelle serait pour vous comme une sorte de bouffée d'oxygène? Parce que du coup, par exemple, si c'est ça, si c'est que vous êtes trop fatigué,
et que maladroitement vous vous dites bah voilà, ce sera ma porte de sortie. Bah, vous allez vous reconvertir professionnellement, donc vers le salariat, hein, peut-être de salariat à salariat, d'entrepreneuriat à salariat ou de salariat à entrepreneuriat. Là, peu importe. Mais vous êtes fatigué et voilà, tout vous est pénible dans votre travail, vous n'y voyez plus d'intérêt, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de stimulation intellectuelle non plus. Mais le fond du problème, ici, ça va être la fatigue. Et c'est ça qui vient, on va dire, détériorer tout ce que vous pouvez tirer de bon de votre profession et tout le sentiment aussi d'être utile dans votre profession. Bien, cette fatigue est là, mais vous ne la mettez pas comme étant l'agent, l'actif principal qui a motivé votre décision. Et vous dites, non, ça va me permettre de progresser, je vais sortir de cette situation de torpeur au travail et d'ennui au travail, et vous vous lancez dans votre projet. Tant que le projet est là, ça vous nourrit, ça vous stimule, des fois c'est dur, des fois c'est fatigant bien évidemment, et vous arrivez, ça s'enclenche, vous changez de métier. Et dans ce métier-là, eh bien, une fois qu'il y a un certain laps de temps qui s'est écoulé, où toute la nouveauté, voilà, vous stimulez, et qu'après vous commencez à rentrer dans une forme de routine, eh bien, si la fatigue, vous n'en avez pas pris soin, qu'elle est toujours là, eh bien, ce travail va lui aussi vous sembler pénible et tout va devenir plus fade, plus lourd, plus irritant ou plus frustrant. Et vous allez vous dire, mais je comprends pas, pourtant j'ai changé, pourtant ma décision c'était la bonne. Ben en fait, si c'était simplement le fait qu'à la base, il fallait prendre soin de votre fatigue et donc prendre soin de votre sommeil, de votre alimentation, donc tout simplement de votre hygiène de vie, et peut-être qu'à côté, il y aurait eu d'autres choses à faire, vous mettre au sport, aller voir un psy sur quelques séances, aller voir un magnétiseur sur quelques séances pour vous remonter, parce que je dis le psychologue parce que des fois, on peut avoir des idées un peu noires, on peut avoir besoin aussi de s'éclaircir mentalement, psychologiquement, et de s'alléger aussi de certaines croyances. Et donc, par exemple, un travail avec un psychologue, ça peut être très intéressant, ou chez un hypnothérapeute, voilà. Mais c'est pour dire que, ici, dans mon exemple, c'était la fatigue le problème premier. Donc si le choix était basé là-dessus, sur le fait de la pénibilité, et que le changement allait apporter un regain d'intérêt, bien là, du coup, le casting, la réflexion n'est pas bonne. Et du coup, c'était simplement le fait de prendre soin de sa fatigue qui allait permettre de retrouver une sorte de légèreté, de vision épurée, de vision saine, et de relations saines en fait à son travail, et de se dire mais non, j'ai encore ma place, c'est encore intéressant, après c'est pas forcément transcendant, mais on n'a pas forcément besoin d'un métier qui soit transcendant. Simplement en ayant géré la fatigue, ça aurait résolu le problème, et l'idée de la reconversion, eh bien, n'aurait pas eu lieu d'être. Est-ce que, en fait, l'idée de la reconversion, c'est la solution à un autre problème? Et je vais donner un autre exemple. Par exemple, ça va pas dans le couple. Et votre véritable besoin, ce serait de changer de partenaire. Sauf que se confronter à ça, c'est pas possible. Donc ce sera plus facile de se dire « Ah bah oui, mais en fait, c'est dans mon travail que je suis pas bien. C'est dans mon travail que je suis pas bien, et du coup, je vais me reconvertir professionnellement, et comme ça ira mieux. » Vous vous reconvertissez, mais le problème de couple, il n'a pas évolué. Surtout que vous ne vous y êtes pas confronté dans mon exemple, et comme vous avez projeté on va dire votre porte de sortie dans la reconversion professionnelle, ça veut dire que sous-entendu, pendant ce temps-là, vous ne vous êtes pas occupé du couple. Et si vous étiez vraiment très investi ailleurs, il est possible que ça se soit dégradé un peu plus encore dans votre couple. Surtout si l'autre, voilà, n'a pas trouvé, on va dire, une autre source d'intérêt, de motivation, de stimulation. Vous, la reconversion professionnelle, ça vous stimulait, ça vous sortait de votre marasme de couple, et ça vous a fait du bien un certain temps. Mais une fois que la reconversion est faite, elle est établie, et que vous êtes dans le nouveau poste, vous êtes à nouveau face à vous-même, en fait, et donc ce sera la question à se poser. Donc c'est pour vous montrer que, des fois, on a une idée. Donc ces deux petits exemples, c'est pour vous montrer que des fois, on est persuadé que ce projet, c'est vraiment ce qu'il nous faut, mais si on n'a pas pris le temps de creuser, de s'introspecter complètement, on peut passer à côté, en fait. On peut vraiment passer à côté de la problématique, et du coup, on va poser une solution qui sera juste une sorte de masque, une sorte de baume temporaire, mais qui ne va pas répondre aux besoins profonds. Donc vraiment, interrogez-vous sur pourquoi vous voulez vous reconvertir. Et si c'est aligné sur votre aspiration à évoluer, votre aspiration à découvrir de nouvelles compétences, à acquérir donc de nouvelles aptitudes, etc., ou parce que vous avez tout simplement évolué au cours de votre vie et que vous aviez choisi un métier au début qui pensait vous correspondre sur un plan fonctionnant psychologique, en termes d'aspiration humaine, etc., mais qu'entre-temps vous avez évolué grâce à la vie,
Eh bien oui, là si le projet s'aligne sur votre, on va dire, votre nouveau moi, eh ben là ça fait sens. Mais c'est toujours de savoir voilà ce qui vous a motivé. Donc est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est une solution pour masquer la vraie solution à votre problème? En tout cas de vous confronter à la recherche d'une vraie solution, de la vraie résolution du problème? Ou est-ce que donc c'est aligné sur qui vous êtes en fait? Donc c'est vraiment l'occasion d'être transparent, d'être honnête avec vous. Donc j'en reviens à l'introspection, accordez-vous vraiment ce temps et creusez. Creusez jusqu'à vraiment toucher du doigt le noyau de ce qui vous motive à vous reconvertir professionnellement. Un autre point par rapport à cette reconversion professionnelle et surtout par rapport à l'énergétique, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se disent « Waouh, j'ai des capacités qui réémergent, qui se réveillent, c'est le signe que je dois en faire quelque chose et c'est le signe, pour certains qui vont se dire ça, que je dois en faire quelque chose professionnellement parlant. » Bien la réponse est non, pas forcément. Vous avez, ok, des capacités énergétiques dans un certain degré. Et ben c'est tout. Vous prenez juste ce fait-là. Après, de dire que c'est un signe, c'est une interprétation. Après, de vous dire que c'est parce que c'est votre mission de vie, c'est encore une interprétation. Donc, vous avez des capacités énergétiques, eh bien, à vous de réfléchir si concrètement, c'est pertinent, c'est efficace, c'est probant, de vous lancer professionnellement dans ce projet et de ne pas forcément tout avoir à quitter et peut-être qu'en plus ça viendrait, on va dire, réveiller en vous tout le lot de révolte, de résistance, de ras-le-bol du monde, de la société ou des gens, etc. Donc en fait ne vous laissez pas happer par ça, par en fait cet élan émotionnel qui n'est pas du tout rationnel et qui viendrait, on va dire, vous montrer une sorte de porte de sortie, de facilité, et donc une fuite, pour vous engouffrer dans une reconversion professionnelle dans laquelle vous ne serez pas forcément épanoui. Parce que, en fait, être magnétiseur, c'est comme tout autre métier, il y a des contraintes. Et donc, il y a des jours où vous êtes fatigué, il y a des jours c'est plus difficile que d'autres, il y a des jours où vous avez aussi votre administratif à gérer, vous avez des horaires à gérer. Donc, on n'est pas libre, en fait, en tant qu'entrepreneur. On décide majoritairement de la direction que l'on veut faire prendre à son entreprise, mais après, on est comme tout le monde, on a une grosse charge, en fait, de gestion à faire. Et il faut savoir ça. Donc on ne se lance pas comme ça sur un coup de tête en se disant c'est un signe, je vais me reconvertir dans l'énergétique. Et aussi l'autre chose, c'est que quand vous dites ah c'est un signe, c'est comme si vous laissiez, on va dire, la vie, l'extérieur, vous poser un choix. Et moi ce que je vous invite toujours à faire, c'est vous approprier, vous responsabiliser dans ce que vous choisissez. Donc ok, vous avez une prédisposition en énergétique, tout comme vous pourriez avoir une prédisposition en musique, en mathématiques, en informatique, dans le chant, dans les soins, mais soins infirmiers, etc. Mais après, c'est à vous de vous approprier votre décision par une réflexion et de vous dire, ok, c'est vraiment dans cette direction que je souhaite m'engager. Parce que si c'est juste, ok, c'est un signe, etc., et que derrière, vous n'avez pas renforcé la base, le noyau de votre décision, vous risquez vraiment d'échouer en fait dans cette reconversion. Ça c'est vraiment important de le dire. Donc ne vous précipitez jamais et plutôt que de mettre les signes en avant ou la vie ou l'univers qui vous a apporté ça en avant, non, vous êtes le détenteur de votre vie, vous êtes l'acteur de votre vie, donc c'est à vous de pondérer les choses, de les réfléchir et d'acter de vos décisions. Maintenant on va aborder le projet, voilà, je veux gagner plus d'argent. Donc ça c'est tout à fait pertinent en soi parce que l'argent on en a besoin pour vivre notre vie confortablement, répondre à nos besoins et puis aussi créer des projets, nous épanouir, nous divertir, etc. L'argent c'est l'outil qui nous permet de faire usage, de bénéficier de prestations mais donc de bénéficier de compétences des autres. Quand vous allez au cinéma, c'est en gros, vous bénéficiez de la compétence de celui qui a réalisé le film et puis de la salle de cinéma qui met ça à disposition, qui met le matériel à disposition. Donc c'est toujours en fait faire, bénéficier des compétences des uns et des autres. En gros, l'argent, ça nous permet de faire ça. Ce que je disais aux personnes présentes au cours, c'est qu'en fait, souvent l'argent est diabolisé, alors que ça devrait pas. C'est juste que ça remplace l'ancien fonctionnement du troc. Avant, on échangeait du sel contre du bétail, du lait contre de la viande, contre du poisson, contre des épices, contre des tissus, etc. L'argent, c'est venu faciliter les échanges, tout simplement. Donc l'argent n'est pas à diaboliser et ça vous permet de bénéficier de la compétence dont vous souhaitez bénéficier. Et non pas d'avoir à échanger votre compétence contre une autre compétence dont vous n'auriez pas besoin et de devoir vous dire, ok, qui aurait besoin de cette compétence que je pourrais monnayer contre autre chose
Donc en fait, c'était quand même compliqué finalement le troc au bout d'un moment. Donc le fait de vouloir gagner plus d'argent, c'est tout à fait ok, c'est tout à fait sain et c'est tout à fait normal parce que vous avez besoin non seulement d'assurer votre survie et donc votre sécurité physique, matérielle, et aussi d'assouvir quand même un minimum de vos besoins. Après qu'on ait une appétence pour l'argent qui soit disproportionnée, qui soit démesurée, qu'on soit tout le temps en train de jalouser ou de saliver de la fortune, de la richesse ou de la réussite des autres, c'est que là il y a un problème. Mais sinon, simplement vouloir gagner plus d'argent et que cet argent que vous auriez en plus, c'est pour faire quelque chose de bon, qui va contribuer à votre vie de famille, à votre lieu de vie, etc., bah en fait c'est ça. Donc après c'est à vous de jauger dans quelle mesure en fait votre appétence, enfin votre désir de gagner plus d'argent, eh bien il se situe dans les limites saines et ou alors est-ce que ça sort de ça et que ça vient cacher quelque chose. Et par rapport au fait de vouloir gagner plus d'argent, il y a aussi des fois eh bien, un implicite, c'est-à-dire j'aimerais gagner plus d'argent facilement, ou j'aimerais gagner de l'argent tout simplement facilement, sous-entendu sans faire d'efforts. En gros que à peine je travaille et j'ai beaucoup d'argent. Ou pour le peu d'heures que je vais faire, je vais gagner vraiment beaucoup d'argent. Genre je vais me faire un salaire à 5000 € par mois. Donc il va falloir vérifier au-dedans de vous s'il n'y a pas cette croyance qui est tapie au fond de vous. Et va falloir corriger des choses si c'est le cas. Déjà, par rapport à cette thématique de gagner de l'argent facilement, je vais vous dire les choses. Donc c'est-à-dire sans effort, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc tout ce que vous voyez sur les réseaux qui sont vendeurs, machin s'est installé en 3 mois, maintenant il fait 10 000 € de chiffre d'affaires, oubliez, c'est de la poudre de perlimpinpin parce que la personne elle essaie de vous vendre ses formations. Et d'ailleurs vous voyez pulluler sur les réseaux des formations pyramidales, c'est-à-dire qu'il y a un super coach, qui se dit super coach, et qui vous dit voilà, vous allez pouvoir gagner de l'argent facilement. Donc en fait, il vous vend une formation pour apprendre à gagner de l'argent facilement, et en fait, qu'est-ce qu'il vous vend? Il vous vend une formation pour être coach, pour qu'à votre tour, vous vendiez des formations, et que dans votre formation, vous disiez vous allez gagner de l'argent facilement, et en fait, vous allez former des gens qui vont être coachs juste pour former des coachs, mais en fait, c'est creux, c'est vide, ça n'a aucune densité, ça n'a aucune valeur, il n'y a pas de compétences là-dedans derrière. Juste, c'est de l'abus, c'est de l'abus de confiance pour moi, clairement, et c'est abuser la naïveté des gens. Donc à vous aussi de ne pas rester naïf et de vous remonter un peu les bretelles si y a une partie de vous qui a envie de croire à ça. Ça n'existe pas de gagner de l'argent facilement. Non, on peut gagner de l'argent simplement, sans se compliquer l'esprit et la tête, mais ça vous demandera toujours de faire des efforts intellectuels, des efforts physiques, des efforts de réflexion, des efforts de mise en usage de vos capacités et de vos compétences. Mais c'est justement tout l'intérêt et toute la valeur que ça apporte au travail. Ensuite, il va falloir réfléchir à qu'est-ce que vous allez vendre entre guillemets pour gagner plus d'argent. Est-ce que ça va être en acquérant de nouvelles compétences, soit pour monter une entreprise à côté de votre job salarié, soit est-ce que c'est pour quitter à terme votre job salarié actuel, vous former à de nouvelles compétences, vous montez en niveau, en diplôme, etc. et après vous postulez soit en interne, soit en externe pour avoir un job de cadre, etc. Ou est-ce que vous changez carrément de secteur d'activité, vous devenez, moi je sais pas, podologue, ergothérapeute, voilà, vous changez carrément de sphère. Admettons, vous étiez aussi prof, vous allez vers la comptabilité, vous étiez kiné, vous allez vers le maraîchage, voilà, c'est vous qui allez vous regarder par rapport aussi à vos préférences personnelles, à ce que vous pouvez faire par rapport à votre emploi du temps personnel, familial, et de vérifier bien évidemment si les compétences que vous allez acquérir ou si le produit, les prestations, les services que vous allez proposer sont achetables sur le marché. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment... Est-ce qu'il y a une demande en fait? Donc c'est de vérifier tout ça. Et après, par rapport à ce que vous allez faire, il y a toujours un modèle économique, il y a toujours une sorte de socle de modèle économique qui va y correspondre. Et dans ces cas-là, vous prenez rendez-vous avec un comptable et vous voyez quel est le modèle économique, la stratégie économique que vous mettez en place pour que les choses se fassent de manière sécure, sereine et structurée. Moi là, je vais pas vous dire concrètement comment vous y prendre, mais déjà, je vous invite à déjouer les pièges des croyances que vous pourriez avoir. Pourquoi est-ce que vous aspireriez à plus de confort, à plus de facilité, à plus de non-effort? Ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui réclame de l'énergie et qui consomme votre énergie, donc là il va falloir prendre soin de votre santé. Et je vais faire juste une petite digression, parce que moi ça m'avait choqué une fois, ça faisait pas très longtemps que je travaillais, donc j'avais, je sais pas, j'avais dans ma vingtaine, peut-être 25, 26.
Et une de mes collègues qui avait le même âge que moi, elle me disait déjà « Ah, vivement la retraite ». Et ça m'avait choquée. Je me suis dit « Mais attends, là je me dis, il y a un problème. Tu peux pas passer 40 ans de ta vie à te dire vivement la retraite. Vivement quoi en fait? Vivement le fait de ne plus rien faire, de gagner de l'argent sans rien faire. Sachant que pour votre santé, et les études vont en ce sens, hein, si vous voulez diminuer, freiner la sénescence, c'est-à-dire la diminution des fonctions vitales de vos organes et de votre organisme, donc quelque part si vous voulez ralentir votre vieillissement, lorsque vous serez à la retraite, surtout restez actif. Restez actif. Faites des choses physiques, faites du sport, faites de la musculation, mais aussi ayez des activités intellectuelles et mentales, parce que votre cerveau aussi il a besoin d'être stimulé, à moins d'avoir une excellente génétique. Mais sinon, si vous ne faites plus rien à la retraite, juste sur votre canapé à regarder Netflix, attendre que le temps passe, à boire des coups et à être sur l'ordinateur ou derrière le téléphone, mais vous allez vieillir à vue d'œil, vraiment à vitesse grand V, et votre santé va décliner. Donc, si vous aspirez déjà à la retraite, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment une reconfiguration de votre vie actuelle à faire. Donc ça voudrait dire qu'il est temps de faire un point avec vous-même, de vous confronter et de vous dire « Ok, pourquoi est-ce que j'aspire à autant de facilité? Qu'est-ce qui m'est autant pénible ?» Et je vous le redis, ça se trouve, c'est pas votre travail actuel, c'est d'autres soucis dans votre vie privée qui vous plombe, qui vous bouffe, qui vous fait consumer votre énergie et qui fait que tout le reste est pénible. Et donc le travail n'est pas en cause forcément. Donc voilà pour ce qui est du fait de gagner plus d'argent. Après, je vous laisse vous renseigner auprès des professionnels compétents dans le domaine. Donc maintenant, on va parler de la thématique du projet de trouver un partenaire de vie et donc sous-entendu d'être heureux en amour. Et bien là encore, on va parler de ce que vous avez à faire sur un plan conscient, puisque ce qu'il y a à faire sur le plan énergétique, je l'ai déjà donné. Et ici encore, c'est d'être rationnel qui va vraiment primer. Et comme tout projet, ça va être important de définir votre objectif, votre pourquoi, et de cadrer tout ça, et d'enrichir de détails et de précision votre projet de partenariat de vie, j'ai envie de dire, avec votre futur être aimé. Et définir son projet, ça va aussi impliquer par ce travail d'introspection pour connaître votre pourquoi. Pourquoi vous voulez être en couple? Est-ce que c'est pour avoir des enfants, donc pour fonder un foyer, fonder une famille? Est-ce que c'est parce que vous rêvez d'arpenter le monde, la France, avec lui, avec elle? Voilà, à quoi vous aspirez? Monter un projet professionnel, de faire une ferme à deux, d'avoir un commerce à deux? Voilà, il faut savoir un peu à quoi vous aspirez et aussi à voir s'il y a des blessures en vous qui demandent une forme de réponse de la part de l'autre. Et là, ça va être important de bien les identifier s'il y a des blessures. On a tous des blessures, donc là-dessus, c'est pas la question. C'est de savoir après ce que vous en faites. Est-ce que vous restez responsable de vos blessures ou est-ce que vous allez, déposer sur les épaules de l'autre une partie à prendre en charge. Et ça, c'est pas juste dans une relation. On doit faire de son mieux en tant qu'adulte, on doit faire de son mieux pour être responsable de nous-mêmes, mais ça veut dire aussi de nos blessures, de nos béances. Et un couple, ce n'est pas le lieu d'une thérapie. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a des couples, des partenaires qui se transforment un peu en thérapeute, parce qu'en fait, la personne a des blessures et elle attend que ce soit le partenaire qui vienne penser, réparer, soigner ses blessures. Et dans ces cas-là, il y a l'une des deux personnes, celui qui a le rôle du thérapeute, à un moment donné, ne va plus en pouvoir. Parce qu'en fait, ce n'est tout simplement pas son rôle. Donc, quand on a des blessures, plutôt que de voir ça, de faire gérer ça par le partenaire, c'est d'avoir une aide thérapeutique à côté et de partager ce qu'on peut partager de bons comme de besoins de soutien aussi, avec son partenaire. Ça veut pas dire que on ne va jamais parler de ses problèmes à l'autre, etc. Mais c'est juste qu'on va, réajuster les choses. Je te partage comment je me sens, mais je n'attends pas de toi que tu m'aides forcément à résoudre mes problèmes. Après, si ce sont des problèmes fonctionnels par rapport au foyer, par rapport à la vie de couple, oui. Mais si ce sont des problèmes liés à des blessures intérieures qui donc vous sont personnelles, ça c'est à voir avec votre thérapeute. Donc déjà, c'est important d'identifier les blessures que vous avez, leur degré, d'intensité, de profondeur et de prégnance dans votre vie, parce que ça va forcément impacter votre choix de partenaire et ça va forcément aussi impacter la relation dans la durée. Donc si, je donne un autre exemple, parce que si dans vos blessures,
vous attendez que l'autre comble ce vide que vous ressentez en vous, eh bien vous allez demander à l'autre de faire quelque chose qui est irréalisable. Parce qu'en fait, ce vide, tant que vous ne vous confrontez pas à vous-même et que vous ne le nourrissez pas, au sens que vous ne vous replénissez pas, recomplétez pas de vous-même, ce vide sera toujours présent. L'autre aura beau déverser et vous remplir de son amour, ce sera toujours insuffisant. Donc en fait, c'est un couple qui est potentiellement voué à l'échec. Donc je vous dis ça simplement pour que vous puissiez nourrir votre travail d'introspection et peut-être aussi d'en discuter avec des amis qui vous connaissent bien, qui sont bienveillants sans vous juger, et de leur dire voilà, qu'est-ce que t'en penses, où est-ce que j'en suis par rapport à ça, si vous-même vous avez du mal à faire ce travail d'introspection, ou même de le faire avec un thérapeute si vous en ressentez le besoin. Donc une fois que votre objectif de couple, votre objectif de partenaire de vie, de partenariat de vie est défini, que vous avez trouvé votre pourquoi, en plus dans votre travail d'introspection, ce qui va être intéressant, c'est aussi donc d'identifier votre propre fonctionnement psychologique, vos habitudes de vie, vos habitudes de réaction, vos habitudes de pensée, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous, quelle est votre vision, on va dire à moyen, à long terme, en termes de couple, et de projet de vie que vous pourriez donc avoir, et ça va vous permettre de mieux reconnaître chez l'autre des choses qui vont rentrer en adéquation, en compatibilité, en harmonie avec ce que vous avez identifié en vous. Mieux vous vous connaîtrez, et plus ce sera facile d'observer si chez l'autre, il y a des choses qui sont en adéquation, en cohérence avec ce que vous recherchez, avec ce que vous êtes. Après, on n'a pas besoin d'être 100% identique, pas du tout. On peut être différent, mais avoir une complémentarité dans nos fonctionnements. Et ça, c'est pas la même chose. Ça veut dire qu'il y en a un, par exemple, qui peut aimer faire le ménage, parce que vraiment, il y a des gens qui aiment faire le ménage, et vous, pas trop. Dans ces cas-là, vous êtes différents, mais vous êtes compatibles. Si par contre, les deux n'aiment pas faire le ménage, vous êtes semblables, et ça veut dire qu'il y en a toujours un qui dit « Bon, allez, c'est moi qui m'y colle cette fois ». Mais ça veut pas dire que ça se passera mal pour autant. C'est simplement de vous rappeler que, dans un couple, chacun doit se gérer, porter la charge de sa propre vie, donc d'être responsable, de ne pas la faire porter à l'autre personne, autant que faire se peut, on est d'accord, on n'est pas infaillible, il y a des fois on est malade, on est fatigué, on a des coups de déprime passagère, voilà, mais je parle sinon de manière générale. Donc vous avez fait votre travail d'introspection. En gros, vous avez checké votre fonctionnement, vos habitudes, vos valeurs, votre vision de vie et tout. Ensuite, par rapport à comment attirer aussi les personnes et comment trouver la bonne personne, je vais vous inviter à l'extrospection, c'est-à-dire est-ce que esthétiquement, corporellement, en termes d'hygiène corporelle, se laver les dents, sentir bon, etc. Enfin, je veux dire, ça peut paraître bête, mais c'est quand même le b.a.-ba. Comment vous vous habillez, est-ce que votre apparence donne envie. Voilà. Donc en fait, c'est le prendre soin de soi. Tout simplement. Je sais que on aimerait s'affranchir de l'apparence, on aimerait être aimé tel que l'on est, mais être aimé tel que l'on est, enfin je veux dire, si moi je ne me présente pas par exemple face à vous dans mes vidéos YouTube en me levant au saut du lit, enfin je veux dire, je ne suis complètement décoiffée, j'ai des poches sous les yeux parce que je viens de me réveiller, je ne suis pas sous mon meilleur jour. Quand on est dans un rapport, on va dire, de séduction, c'est normal de se montrer sous son meilleur jour. Après, on se crispe pas dessus et c'est normal qu'il y ait des jours où on est moins bien, qu'on ait un visage plus fatigué, etc. Enfin voilà, il y a la vie aussi qui passe par là. Donc c'est simplement de savoir comment se mettre en valeur. Donc ensuite, il va falloir mettre en place une stratégie, parce qu'il va falloir rencontrer du monde, il va falloir bouger. Donc est-ce qu'à votre travail, sans forcément épier vos collègues et tout, mais bon, peut-être qu'au travail, il y a des personnes qui sont célibataires et qui vous plaisent déjà de manière esthétique. Est-ce que vous avez une vie associative pour rencontrer du monde? Est-ce que vous êtes dans un club de sport? Est-ce que vous avez donc des amis avec lesquels vous sortez? Puis après, il y a les amis, des amis, des amis, des amis, et donc il y a des occasions qui sont comme ça. Donc est-ce que vous allez utiliser aussi les sites de rencontres? Par exemple, il y en a pour tout type, on va dire, de catégories ou de profils de personnes. Là, récemment, j'ai appris via une amie qui a un site qui s'appelle Green Lovers, donc c'est genre les rencontres bio, décroissants, ceux qui aiment l'environnement, etc. Donc ça veut dire que déjà, les sites de rencontres vont attirer un certain profil de personnes. Donc ça maximise vos chances de rencontrer une personne qui soit plus en adéquation, en cohérence avec votre style de vie et ce à quoi vous aspirez. Donc voilà, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux
Et après aussi, à vous d'imaginer des choses. Peut-être qu'aussi en participant à un séminaire, à une retraite de yoga, etc. Des choses voilà, qui sont dans votre univers et de rencontrer quelqu'un voilà, qui va aussi déjà, ça veut dire que vous partagerez déjà ça, vous aurez déjà ça en commun. Donc c'est pas la peine de se forcer à faire des choses qui ne vous correspondent pas du tout. Le but c'est justement d'aller enrichir votre vie par rapport à vos préférences, à votre appétence naturelle d'activité, et de voir au gré de ces activités quelles rencontres vous pouvez faire. Donc voilà, ça va être la stratégie. Déjà, il va falloir créer, provoquer de la rencontre. En fonction de ces rencontres, eh bien, vous allez pouvoir voir des personnes qui vous plaisent esthétiquement. En général, c'est quand même un des critères qui prime, en tout cas qui va déclencher le fait d'aborder la personne. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous allez aborder la personne, là, soyez rationnel. Vraiment, soyez rationnel. Faites que votre émotionnel soit le plus petit possible. Ok, votre émotionnel, il vous a fait sentir « Waouh, il est beau, elle est belle, j'adore, je kiffe son style et tout, j'aime comment il parle, j'aime le son de sa voix. » Ok. Mais après, soyez rationnel pour pouvoir observer comment est la personne, comment elle se comporte, comment elle réagit, comment elle pense. Écoutez-la. Posez-lui des questions, intéressez-vous à elle, apprenez vraiment à connaître la personne. Ça vous évitera plus tard des déconvenus, de vous dire « Ah ouais, tu pensais ça et tout de la vie et tout, mais moi pas du tout ». Donc voilà, apprenez vraiment à être curieux et à rencontrer profondément l'autre. Sachant qu'il va aussi falloir passer par la phase et traverser cette phase et aller au-delà de cette phase, la phase où on se met forcément sous son meilleur jour, et on se polarise plus naturellement dans toutes nos qualités, dans toutes nos beautés. Parce qu'en fait déjà, dès lors qu'on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas être intime avec lui. Vraiment cette intimité au sens où je peux me détendre, je peux abaisser toute forme de résistance, de mécanisme de défense ou de protection. Voilà, je sais qu'avec l'autre je ne risque rien. Quand on en est là, on peut être dans l'intimité avec quelqu'un. Et rien à voir avec un échange de rapports sexuels où on a échangé quelque chose d'intime, mais ça s'est cantonné en fait à l'aspect physique, pas à l'aspect profond intérieur de qui vous êtes. Et sur un plan psychologique, voilà, on peut être dans l'intimité dès lors qu'on se sent en sécurité avec l'autre, qu'on ne craint rien, qu'on sait que le respect et la bienveillance sont là, et donc on peut se détendre. On n'a pas besoin d'être sur le qui-vive, d'être en alerte. Donc ça, c'est ça l'intimité. Donc vous comprendrez qu'en fait, au début d'une relation, on ne peut pas être dans cette intimité psychologique, et donc on a besoin de se mettre sous son meilleur jour. Et ça, cette phase, elle va durer un certain temps. Et c'est le fait de s'habituer à la présence de l'autre qui va faire qu'à un moment donné, eh bien, le naturel va revenir au galop, qui on est dans nos défauts, dans nos petits charmes, dans nos petites, dans nos petites différences, et on va peu à peu, eh bien, redevenir pleinement nous-mêmes. Et c'est là où on va découvrir encore un autre pan de la personne et accéder un peu plus à d'autres aspects de sa personnalité, à d'autres de ses fonctionnements psychologiques. Et c'est là où vraiment vous allez savoir si oui ou non vous êtes compatible pour être en couple. Et c'est là, pendant toute cette phase-là, il faut que votre émotionnel soit le plus petit possible. Ok, vous pouvez passer des bons moments et donc ressentir de la joie. Mais il faut tempérer l'émotionnel parce que si votre émotionnel dépasse un certain degré d'intensité, ça va faire que vous allez comme être attaché à la relation et un peu comme, on va dire, le fait d'être enivré par le bienfait que ça vous fait. Des fois, on a l'impression de tomber amoureux. C'est pas encore vraiment être amoureux. C'est juste qu'il y a une telle intensité de sensations, c'est tellement plaisant qu'on a envie de reproduire l'expérience. Donc, on a envie de revoir la personne. Donc, et ça peut nous mettre en défaut de raisonnement. Et se dire que, mince, je me suis déjà attachée à lui, à elle, alors qu'en fait, ça ne colle pas. Et votre raison aura beau vous expliquer, ben non, par A plus B, que ça ne peut pas coller, votre émotionnel sera tellement enchevêtré en disant « Oui, mais t'inquiète pas, c'est normal, c'est l'amour fusionnel, c'est l'amour passionnel, donc c'est normal qu'il y ait des étincelles et que ça se frictionne un petit peu. Non, 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 non. Si au bout de 2 mois, même si au bout d'une semaine, si au bout de 2 mois vous prenez déjà la tête, c'est qu'il y a un problème. C'est pas censé arriver. Donc prenez votre temps et laissez votre émotionnel vraiment se faire le plus petit possible pour que vous gardiez les idées claires, que vous gardiez la tête froide entre guillemets. Froide au sens qu'elle n'est pas envahie par la chaleur de cet émotionnel qui vous dit mais si, vas-y, vas-y, vas-y. Et après il y a aussi tout le déclenchement hormonal, instinctif, qui
qui s'enclenche avec le désir physique pour l'autre, etc. Et puis voilà, ça occulte complètement votre capacité à prendre des décisions claires et à prendre du recul. Donc, lorsque vous avez passé toute la phase où on se met sous son meilleur jour, et vous aussi, vous allez voir que progressivement, vous allez vous relâcher, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, voilà, laisser transparaître d'autres choses, accepter d'être un peu plus vulnérable et de rendre visibles vos défauts. On a tous des défauts. Donc, vous allez vous montrer tel que vous êtes, l'autre va se montrer tel qu'il est, et c'est là où vous pourrez prendre la décision si oui ou non vous voulez vous engager dans la relation. Et donc là, vous pourrez, si c'est oui, eh bien laisser votre émotionnel là, s'intensifier, et j'ai même envie de dire s'approfondir, parce que si la période de rencontre et d'apprendre à connaître l'autre a duré un certain temps, plusieurs semaines, eh bien, il n'y a plus cette étincelle, cette surstimulation émotionnelle physique liée à la nouveauté. Il n'y a plus cette excitation-là, cette surexcitation-là. Donc ça veut dire que lorsque votre émotionnel va se déployer, c'est quelque chose de profond et de plus dense en fait qui va s'installer en vous. Et là, c'est un vrai sentiment amoureux qui peut émerger. Et pas une sorte de sentiment amoureux, genre feu de la Saint-Jean, ça brûle fort d'un coup et après, il n'y a que des cendres, il n'y a plus rien. Et après, charge à vous de nourrir cet amour au quotidien, puisque l'amour, ça se nourrit un peu tous les jours, c'est savoir faire plus de compromis de temps en temps, reverbaliser les choses, communiquer, partager, créer des choses à deux. Ça va dépendre, eh bien, donc, de vos préférences, de votre fonctionnement psychologique et de celui de l'autre. Et si vous êtes en cohérence, en compatibilité, en fait tout ça après va se faire de manière fluide et ça va vraiment vous assurer un quotidien mais hyper fluide, hyper agréable. Donc voilà, j'espère que cette réflexion par rapport à trouver l'amour, ça va vous aider. Et comme d'habitude, puisque vous aurez une vision claire et nette de ce que vous voulez et de comment vous voulez entreprendre les choses, eh bien naturellement votre subconscient va participer au travail et va vous aider à trouver la bonne personne avec qui passer le reste de votre vie si tel est votre souhait. Eh bien je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà un bon moment qu'on est ensemble et d'ailleurs je vous remercie profondément d'être resté tout ce temps avec moi. Je vous fais un petit récap par rapport aux 3 pratiques sur le travail énergétique à faire. Donc il y avait la pratique pour intensifier votre détermination, la pratique pour purifier votre champ de vie et celle qui vous permet de connecter consciemment votre champ de vie au champ de vie des autres subconscients des autres personnes afin de stimuler l'interaction positive, harmonieuse avec toutes les personnes qui seront susceptibles de vous aider dans la concrétisation de vos projets. Donc si vous êtes intéressé, vous avez le lien qui vous redirige vers ma boutique, je le mets en description de cette vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce levé, vous pouvez la partager aux personnes que ça peut intéresser et bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit, ça soutient mon travail. Et si vous avez des questions qui vous sont venues lors de l'écoute, vous pouvez les poser en commentaire, je verrai sous quel format je peux vous proposer des réponses, ce sera aussi l'occasion peut-être de futures vidéos. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne introspection, une bonne définition de vos projets, de bonnes réflexions pour la plus belle réussite et concrétisation de vos projets. À très bientôt.